Le mot transpersonnel, il a été créé par Jung. Transpersonnel, c'est ce qui va au-delà des couches du moi. Donc c'est vrai que dans cette vision holotropique, donc la respiration holotropique, c'est une approche qui est holistique et qui nous fait nous rencontrer dans notre être entier, dans notre être global, puisqu'on n'est pas uniquement un corps, mais on est également corps-esprit, corps-âme, enfin je veux dire. Et la psychanalyse, c'est vrai que quand elle est pratiquée de façon orthodoxe et stricte, elle ne travaille que sur les couches du moi. Mais c'est oublier que lorsque la psychanalyse s'est créée au début du XXe siècle, Freud ne voulait pas qu'elle soit ravalée au mysticisme, au judaïsme, parce qu'il était juif et de famille extrêmement mystique. Il avait un grand-père rabbin. Et Freud s'intéressait à l'occulte. Il s'intéressait au phénomène de l'invisible. Mais au départ, c'était important qu'il puisse la construire de façon scientifique. Mais est-ce que la psychanalyse, c'est scientifique ? C'est absurde de dire que c'est une science, puisqu'on travaille avec l'inconscient, et l'inconscient, c'est de l'invisible. Et si le psychanalyste, même s'il ne travaille pas sur un plan personnel, n'a pas une intuition acérée, il faut mieux qu'il change de métier. Parce que dans le travail psychanalytique, il y avait une communication d'inconscient à inconscient entre l'inconscient du patient et l'inconscient du praticien. Vous voulez dire que Freud était peut-être prudent à vouloir faire accepter ça, ouais, sans se faire taxer d'être spirituel ou bizarre? Non, mais il a dit en fin de vie que s'il devait revivre, il s'intéresserait à la parapsychologie, il s'intéresserait à l'occultisme, et il a quand même écrit des articles sur la télépathie. Et quand il y a une communication très fine entre le psychanalyste et le patient, il se passe plein de choses très curieuses, très étonnantes. Il ne faut pas l'oublier. Et ce n'était pas du tout quelqu'un de rigide. On a fait de la psychanalyse une science rigide. Ce sont tous les élèves ensuite. Sans parler de Lacan. Lacan, il a complètement desséché l'approche psychanalytique, il l'a complètement déshumanisée. J'ai l'impression que ça peut être utilisé soit à travers vous comme un outil d'exploration de dimensions colossales, soit pour certaines personnes comme une espèce de petite carapace qui permet d'avoir un système d'interprétation sécurisé, mais qui fait l'impasse effectivement sur des grandes parties de la réalité qui nous entoure. Alors, moi je dois dire que si j'ai pu aussi bien me laisser aller dans mes expériences holotropiques, et puis aussi mon travail avec les plantes, les plantes psychédéliques, les plantes sacrées, et puis le LSD, je le dis maintenant Martine, juste holotropique, c'est quoi holotropique? La respiration holotropique? La respiration holotropique, c'est une approche qui combine une respiration hyperventilée, rapide, motrice, consciente, et des musiques qui vont faciliter l'expérience. Donc, lorsqu'on commence la respiration sur un plan moteur, on va utiliser des musiques extrêmement dynamiques, des musiques qui vont galvaniser le souffle, jusqu'à ce que l'on rentre, jusqu'à ce que les portes de la perception s'ouvrent. Parce que la conjonction des musiques et du souffle vont favoriser l'entrée dans un autre état de conscience. Et c'est cette respiration qui fait basculer le patient et qui va remplacer la pilule. Parce que la respiration holotropique que Grof a conçu dans les années 70 remplace le LSD. Il va utiliser le LSD jusqu'aux années 70, jusqu'à ce que l'on rencontre dans les rues, jusqu'à ce que le LSD se banalise, se vulgarise. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il va utiliser le LSD, d'abord sur lui-même et ensuite auprès de patients à l'hôpital Saint-Charles, il va le proposer à des patients névrosés, comme vous et moi, à des patients qui sont au bord de la mort, parce qu'il s'est aperçu aussi parce qu'il a vécu aussi des expériences de mort. Grof était quelqu'un de très cartésien, c'était quelqu'un qui vivait à Prague, dans un régime communiste. Le spiritualisme n'était pas très très bien vu. Et c'est le LSD et tout ce qu'il a vécu grâce au LSD qui vont lui ouvrir sa conscience et lui montrer que le monde, que nos perceptions ne se limitent pas au monde visible, mais qu'on est entouré par le monde visible. On appelle ça des hallucinations? Non, ce ne sont pas des hallucinations, parce que lorsqu'on vit ces expériences, et qu'on revient à l'état vigile après l'expérience avec le LSD, on est
fonctionnels, comme vous et moi. Si on vit des hallucinations, on n'est plus fonctionnel. On prend nos hallucinations pour la réalité. Lorsque l'expérience sous LSD se termine, il faut un temps pour que le LSD se dissolve de nos cellules. Mais après, on est totalement fonctionnel. Et quand il utilisait le LSD, il l'utilisait de façon très clinique. Quand il l'a proposé aux patients, c'était dans un cadre clinique extrêmement safe, sécurisant. Si l'expérience durait 12 heures, parce que l'expérience peut être longue, ensuite il y avait une observation et une surveillance du patient pendant 2-3 jours. On ne lâchait pas le patient dans la nature. On va maintenant aborder avec Martine Gercoul la question controversée de l'utilisation des psychédéliques, LSD ou ayahuasca par exemple, en psychothérapie. Et on va s'apercevoir que si le sujet est controversé, la question n'est pas si tranchée que ça. On parle un petit peu plus aujourd'hui du renouveau de la médecine psychédélique, des expériences qui peuvent être faites dans des laboratoires aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Ça sert à quoi de prendre des psychédéliques pour un être humain ? Ça, c'est un facilitateur de la psyché, c'est un accélérateur, c'est-à-dire que toujours s'il est donné dans un cadre circonscrit, ça va nous aider à gagner du temps par rapport à une problématique. Je pense à un déporté, un Hollandais, je crois, qui avait été déporté, qui était revenu d'Auschwitz, mais complètement laminé, dans un état de détresse épouvantable. Donc il est allé voir différents psychiatres, psychothérapeutes, psychanalystes, et puis rien n'avait pu le libérer de cette souffrance intestine, viscérale. Et il a rencontré un psychanalyste en Hollande qui lui a proposé du LSD. Pour lui, c'est vraiment l'opération de la dernière chance. Le livre s'appelle 4 techniques. Je ne sais pas si on le trouve encore, mais c'est vraiment un livre à lire. Et c'est le récit de sa thérapie sous LSD. Alors évidemment, il va repasser par tous les affres de l'internement, par cette diabolisation qu'il a vécue dans les camps, jusqu'au moment où il y a quelque chose qui va se passer, une expérience absolument fulgurante qui va se passer et qui va mettre du sens sur l'expérience. C'est ça aussi, travailler avec les états modifiés de conscience, c'est dépasser la conscience pour accéder à des couches supérieures de notre être. Et on s'aperçoit que finalement, toute expérience que l'on va vivre, on la vit pour quelque chose. Et ce quelque chose, on ne va pas nécessairement le trouver dans une thérapie verbale, surtout si l'individu est très, très maîtrisé, très construit, avec des défenses très massives et en contrôle. Or que le LSD ou la respiration holotropique, le souffle, cette dimension du souffle, va ouvrir les portes. Mais même sous LSD, si l'individu est très très verrouillé et refuse, le LSD aura du mal à opérer. Au départ, il faut vraiment une alliance thérapeutique avec la substance ou avec le souffle. On voit bien aussi, même sous ayahuasca, vous avez des gens qui prennent des doses massives d'ayahuasca et puis ça ne fait rien. Il faut vraiment qu'il y ait une intention. J'accepte, j'adhère, je coopère et je fais confiance au processus qui va se dérouler. C'est vraiment important. Je rappelle qu'évidemment, LSD, ayahuasca, toutes ces substances sont classées au tableau des drogues. En France, elles sont interdites d'usage. Là, on parle de choses qui sont intéressantes, qui viennent antérieurement à l'interdiction de ces substances, notamment des travaux en psychothérapie. Et, comme je le citais tout à l'heure, des recherches qui sont aujourd'hui conduites dans différents laboratoires qui mettent en lumière ce que vous annoncez, c'est-à-dire qu'à la différence d'autres substances comme l'héroïne, la cocaïne, qui n'ont aucun effet thérapeutique, qui sont même plutôt des choses qui nous écrasent, les psychédéliques sont des substances qui mettent en lumière des choses cachées, qui sont des sortes de psychanalyse concentrée, j'ai l'impression. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, dans le code d'Alloz des drogues, c'est le petit code rouge, il y avait un code qui s'appelait le code des drogues, et le juriste disait qu'il était tout à fait dommage que le LSD, employé de façon judicieuse, soit interdit, parce que c'est un facilitateur du travail thérapeutique.